Maria Furon de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Je suis chargée de projet réseau et partenariat. Ce webinaire donc va durer 45 minutes et tout au long du mois de mars, l'agence vous propose donc effectivement des thématiques métiers sur 30 webinaires du 3 au 28 mars 2025, tous les matins, soit sur l'horaire de 9 heures, soit 10 heures. Nous vous remercions de vous être inscrits et puis d'assister donc à ce webinaire. Il est important effectivement de découvrir les filières métiers qui sont très riches. Nous avons des filières d'excellence en Normandie et il est important effectivement aussi de les découvrir. Alors aujourd'hui, vous vous posez des questions, vous êtes intéressé par la mobilité, vous voudriez en savoir plus, eh bien c'est le moment. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que vous voulez faire, peut-être pourquoi pas, donc du coup se diriger sur la mobilité. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous apporter les clés, les réponses qui vont vous permettre d'approfondir vos connaissances et construire votre parcours de formation et votre projet professionnel. Vous allez donc découvrir ce que l'on appelle le secteur de la mobilité et appréhender mieux le monde économique de l'enseignement supérieur et vous projeter pour vous laisser le temps de réfléchir. Alors, qu'est-ce que la mobilité en fait? Aujourd'hui, c'est un secteur en pleine évolution, hein, avec bien évidemment, vous n'êtes pas sans le savoir, hein, sur des voitures électriques, les transports qui se transforment. Alors, dans la partie 1, on va aborder en fait les notions, qu'est-ce qu'une entreprise et un secteur d'activité, pour savoir effectivement de quoi l'on parle réellement. Donc, une entreprise, c'est une organisation spécifique qui produit des biens ou des services. Donc, on peut retrouver, par exemple, Renault, Michelin ou bien encore Technomap, l'entreprise que vous verrez tout à l'heure. Et un secteur professionnel, en fait, c'est l'ensemble justement de ces entreprises qui exercent une activité sensiblement similaire. Si on veut résumer, donc en fait, une entreprise, ça appartient donc à un secteur professionnel, mais un secteur qui regroupe plusieurs entreprises différentes. Voilà, maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Martin. Et Bon. next move. À toi, je crois. Si Muriel, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Alors, moi je vais vous parler très rapidement de Nextmove et puis ensuite faire un point sur toutes les innovations qu'on est en train d'accompagner au niveau de la mobilité. Donc tout d'abord, Nextmove, on est un pôle de compétitivité. Donc on est une association et notre mission principale, c'est de développer des projets d'innovation dans le secteur de la mobilité. Avec aujourd'hui, on a 550 membres. Et puis, on agit sur l'automobile, les transports publics, tout ce qui est mobilité douce, et puis tout ce qui est solutions de mobilité, c'est-à-dire des applications qui vont vous aider à vous déplacer, à acheter des tickets de transport, à calculer votre empreinte carbone, etc. Et donc, ces 550 membres, on en a une grande partie qui sont sur les territoires de l'Île-de-France et de la Normandie, puisqu'on a vraiment une vocation régionale. Et un de nos rôles, c'est de faire en sorte que tous ces gens se parlent et puissent innover ensemble. Donc ici, vous avez quelques exemples de nos membres. Donc évidemment, on travaille avec les constructeurs, que sont Renault, Stellantis, et des équipementiers comme Valeo qui vont fournir beaucoup de composants électroniques, Forvia pour des sièges et des planches de bord, OPI Mobility pour des éléments en plastique, notamment des réservoirs ou des éléments de carrosserie, etc. Donc on a vraiment tout l'écosystème automobile et mobilité. Et puis on a également beaucoup d'instituts de recherche, d'universités. On travaille également avec des collectivités, des territoires, pour mettre en place, par exemple, des expérimentations sur des nouvelles mobilités ou des nouvelles énergies. Et puis, on travaille avec beaucoup de startups et de PME qui proposent des solutions innovantes. Et donc, on essaye aussi d'aider ces startups à rencontrer des acteurs des grands groupes ou des chercheurs pour qu'elles innovent.
Donc maintenant, je vais passer au panorama des innovations émergentes qu'on peut accompagner. Alors d'abord, je voulais vous faire une petite rétrospective hein, sur l'évolution de l'automobile à travers les âges. Donc ça fait un siècle et demi hein, que l'automobile se développe. Donc vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'évolutions depuis la création de l'automobile. Donc on a commencé avec des voitures à vapeur, ensuite la première voiture à moteur thermique en 1895. Et puis vous voyez en fait que les voitures électriques étaient déjà présentes hein, à la fin du 19e siècle, avec notamment la Jamais Contente, qui a été finalement la première voiture à dépasser les 100 km/h et qui était donc électrique. Ensuite, les véhicules thermiques se sont imposés du fait notamment d'une caractéristique principale qui est la densité énergétique permise par les carburants fossiles, donc que sont l'essence ou le diesel. C'est-à-dire qu'en fait, dans un volume défini, on peut mettre une très grande quantité d'énergie grâce à ces carburants, ce qui n'était pas le cas que ce soit pour la voiture à vapeur ou pour la voiture électrique à l'époque. Et donc on voit ensuite que la voiture a évolué avec la Ford T qui est la première voiture vraiment standardisée construite à la chaîne aux États-Unis par Henry Ford. Ensuite, au sortir de la guerre, donc on a la 2 chevaux qui arrive en 1948, qui était une voiture vraiment populaire, très simple à construire et à entretenir et très sobre. Et puis petit à petit, les voitures se sont complexifiées, ont intégré de plus en plus de fonctions, ont commencé à s'hybrider et donc on a vu revenir petit à petit une électrification sur les véhicules, avec notamment le progrès de la technique, avec par exemple la première voiture hybride, donc, qui est la Toyota Prius en 1997, donc, qui à l'époque n'avait aucune autonomie complètement électrique. Hein, et on voit aujourd'hui que 25 ans plus tard, la dernière version de la Prius permet de faire quasiment 100 km en tout électrique. Et puis donc on a évidemment maintenant des voitures 100% électriques qui sont tout à fait compétitives et utilisables au quotidien. Je pense notamment à la Renault 5, mais pas que. Hein. On voit qu'aujourd'hui il y a une offre vraiment très importante de véhicules électriques. Et puis des offres alternatives aussi qui commencent à émerger. C'est pour ça que je vous ai mis le petit véhicule là, qui s'appelle la bagnole, construit par Kilo, qui est en fait un petit quadricycle qui est vraiment très sobre et dont l'objectif est vraiment de diminuer les émissions carbone de la mobilité en proposant des services vraiment ajustés aux besoins quotidiens des utilisateurs. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a une coexistence hein, entre plusieurs technologies pour décarboner les mobilités. Donc on peut citer par exemple les technologies d'électricité à batterie, d'électricité à hydrogène, l'hydrogène en combustion aussi. On a plusieurs acteurs qui travaillent sur le fait d'injecter finalement de l'hydrogène à la place des carburants classiques dans des chambres de combustion, ce qui permet de décarboner grandement la mobilité à l'usage. On a aussi les biocarburants de deuxième génération et puis les carburants synthétiques. Alors les carburants synthétiques, en fait, par rapport aux biocarburants, ce sont des carburants qui sont fabriqués à partir d'hydrogène, donc si possible fabriqués à partir d'énergies renouvelables, et avec du carbone. Donc on combine cet hydrogène avec du carbone pour fabriquer des carburants synthétiques, donc qui peuvent être utilisés notamment au niveau de l'aviation. C'est ce qu'on appelle les SAF, les Sustainable Aviation Fuels. Mais aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux solutions vraiment qui se dégagent. Donc ça va être l'électricité à batterie et les biocarburants de deuxième génération. Et donc sur la droite, là, vous voyez un petit graphe là, que je vous ai mis qui présente en fait les rendements des chaînes de conversion de chacune des technologies. Donc la première colonne, alors je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais donc la première colonne là, donc qui concerne l'électrique à batterie. En fait, quand vous faites le bilan de toutes les conversions d'énergie, hein, puisque à chaque fois donc votre électricité vous la produisez dans des centrales, vous la transportez, ensuite vous chargez votre voiture,
Une fois que l'électricité est dans la batterie, vous la retransformez pour l'utiliser dans le moteur. Et donc, à chaque fois que vous avez une conversion, vous avez quelques pertes. Et donc, sur l'électrique à batterie, vous voyez que vous arrivez à un rendement final qui est de 73%, donc ce qui est quand même très bien. Alors que quand vous utilisez un système à pile à combustible, donc avec de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité, en fait, le rendement chute à 22%. Donc, en fait, vous consommez 3 fois plus d'énergie pour faire la même distance que lorsque vous êtes en pur électrique. Et puis ensuite, donc là, c'est ce qu'on appelle les e-fuels. Donc, si à partir de cet hydrogène, vous cherchez à refabriquer des carburants, donc pour mettre dans des véhicules classiques, hein, vous avez encore une conversion supplémentaire qui fait que là, cette fois-ci, le rendement tombe à 13%. Donc, ça veut dire que vous gaspillez de l'énergie, mais surtout que vous devez payer beaucoup plus cher, puisqu'il vous faut beaucoup plus d'énergie pour faire la même distance. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la solution vraiment qui se dégage en termes de décarbonation, c'est la mobilité électrique à batterie. Donc, il peut y avoir quelques cas d'usage avec de l'hydrogène, notamment lorsqu'on a besoin d'une recharge extrêmement rapide et qu'on a besoin d'une disponibilité du véhicule très importante. Mais ça reste vraiment des cas d'usage qui sont très spécifiques. Et ensuite, donc les biocarburants de deuxième génération. J'insiste bien sur la deuxième génération, puisqu'il faut absolument que ce soit des carburants qui soient fabriqués à partir de ressources agricoles en fait, qui ne viennent pas concurrencer l'alimentation, puisque l'idée, c'est pas de faire mourir les gens de faim pour qu'ils puissent se déplacer. Donc il faut être vraiment très attentif à ce point-là. Donc il faut utiliser en fait des résidus agricoles ou alors des cultures à croissance rapide, mais qui poussent sur des terrains qui sont impropres à la culture de denrées alimentaires. Et donc vous avez tout un tas d'étapes qui permettent en fait d'intégrer ces biocarburants à des carburants classiques. Aujourd'hui, quand vous êtes quand vous achetez du gazole B10 à la pompe, en fait, ça veut dire que vous avez 10% de biocarburant dans le gazole, et quand vous achetez de l'E10, donc là c'est pareil, vous avez 10% de biocarburant dans l'essence. Donc au niveau de l'électrification, aujourd'hui les gains environnementaux sont vraiment prouvés par des analyses de cycle de vie qui ont été faites par plusieurs organismes indépendants, donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, quoi qu'on puisse entendre dans les médias. Donc il y a effectivement une dette carbone au début de la construction des véhicules, puisque la fabrication de la batterie des véhicules émet plus de carbone que la fabrication d'un moteur thermique classique. Par contre, on récupère énormément d'impact à l'usage, où là, le véhicule électrique est vraiment très sobre. Et évidemment, tous les constructeurs aujourd'hui travaillent à faire diminuer cet impact carbone en fabrication, notamment sur les batteries. On a des réglementations assez contraignantes qui imposent de passer à l'électrique. Je pense que tout le monde est au courant qu'à partir de 2035, normalement, il sera interdit de vendre des véhicules thermiques. Et puis aujourd'hui, on a quand même des infrastructures qui se développent. Le nombre de bornes de recharge, surtout en France, c'est vraiment développé. On a des bornes de recharge rapide sur toutes les aires d'autoroute. Et quand on est en itinérance, on trouve quand même assez facilement maintenant des bornes un peu partout. Et donc, ça veut dire qu'on a de nombreux systèmes à développer. Il faut qu'on travaille sur les batteries, sur les moteurs électriques, sur l'électronique de puissance. Et donc, cela nécessite des compétences en chimie, en électrochimie notamment. Donc, c'est toute la chimie des batteries, l'électrochimie. En matériaux, en électronique, et puis en logiciel, puisqu'on a de plus en plus de logiciels dans les voitures. Et donc, je vous ai parlé d'électronique de puissance dans le slide précédent. Et vous voyez, en fait, donc, pour vous expliquer l'électronique de puissance, en fait, ce sont les systèmes qui permettent de faire les conversions électriques. C'est-à-dire que lorsque vous chargez votre voiture, vous chargez sur le secteur, donc le secteur est en courant alternatif, et la batterie, elle, fonctionne en courant continu. Donc en fait, il vous faut un système électrique pour convertir ce courant de courant alternatif à courant continu, pour charger la batterie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chargeur embarqué. Ensuite, votre moteur électrique, lui, fonctionne en courant alternatif également. Donc comme votre batterie est en courant continu, il vous faut un autre système pour convertir ce courant continu en courant alternatif pour alimenter
le moteur, c'est ce qu'on appelle l'onduleur. Et ensuite, vous avez tous les équipements de bord à faire fonctionner, qui fonctionnent souvent en 12 volts. Donc, ça va être l'autoradio, les essuie-glaces, la climatisation. Et donc, il vous faut encore un autre système pour convertir ce courant. Voilà, donc beaucoup en fait de composants électroniques et encore plus avec l'électrification des véhicules. Et puis, on réfléchit aussi à électrifier encore d'autres fonctions. Donc là, vous avez un concept car qui a été fait par Peugeot l'an dernier. Et donc en fait, le concept, c'est qu'on remplace la colonne de direction par un système qu'on appelle by-wire, donc par fil en fait. Donc vous avez une commande électrique, vous n'avez plus de liaison mécanique entre le volant et les roues. Et donc tout se fait par commande électrique. Et donc aujourd'hui, il y a un seul, de mémoire, il y a un seul véhicule qui dispose de ce système, donc c'est le Tesla Cybertruck. Mais on voit que d'autres acteurs s'intéressent à ce système. Et puis pareil pour les freins, en fait, on réfléchit aussi à remplacer tous les systèmes hydrauliques par des systèmes 100% électrifiés, donc avec une commande électrique. Alors l'électrification c'est bien, mais un axe fort aussi pour décarboner, c'est de travailler sur la sobriété et notamment l'utilisation de nouvelles catégories de véhicules. Donc évidemment, on a en ce moment une forte accélération de la vente de vélos électrifiés, les motos électriques également, et puis on voit apparaître aussi de nouvelles catégories de véhicules avec des engins à 3 roues ou à 4 roues. Donc là, c'est ce qu'on appelle les L6E, L7E, qui sont en fait des engins assez particuliers qui peuvent être conduits avant d'avoir le permis et qui sont bridés en vitesse maximale et en masse, donc ce qui fait des choses assez sobres et très intéressantes de ce point de vue-là. Ensuite, dans les autres innovations, donc on a beaucoup de choses, hein, je vous le disais, sur les architectures électriques, électroniques. Et donc de plus en plus aujourd'hui, on réfléchit à construire les véhicules finalement un peu comme des ordinateurs, avec la possibilité de faire évoluer les performances des véhicules au fil du temps. Donc c'est ce qu'on appelle le SDV, le Software Defined Vehicle, avec, vous voyez, en fait, une architecture électrique et électronique centralisée. Donc au lieu d'avoir plein de calculateurs pour gérer toutes les fonctions qui sont réparties dans tout le véhicule, donc on a par exemple un calculateur pour l'ABS, un calculateur pour l'ESP, donc qui sont des systèmes d'aide à la tenue de route et puis au freinage, un calculateur pour le moteur, un calculateur pour les vitres, etc. En fait, l'idée là, c'est de vraiment centraliser toutes ces fonctions dans un ordinateur central, beaucoup plus puissant et qu'on peut mettre à jour beaucoup plus facilement. Donc pour faire évoluer le véhicule, l'améliorer tout au long de sa vie. Donc ça permet de faire des mises à jour à distance, ça permet de proposer également de nouveaux services de divertissement et puis aussi de mutualiser la puissance de calcul entre les différentes fonctions. Et donc là, pour ça, il y a besoin de compétences en programmation, en cybersécurité, en électronique. C'est assez varié aussi. Il faut que je vous parle aussi de l'automatisation de la conduite, donc, qui est un sujet qu'on avait beaucoup évoqué il y a quelques années, qui s'était un peu calmé et qui revient un peu aujourd'hui. Donc vous voyez là qu'il y a 5 niveaux d'automatisation qui ont été définis internationalement. Donc on part du niveau 0 où là vous n'avez vraiment aucune fonction automatisée. Ensuite, le premier niveau, donc c'est une tâche de conduite qui est automatisée. Donc ça va être souvent notamment la régulation de la vitesse, qui peut être faite en fonction aussi des véhicules qui précèdent. L'automatisation partielle, où là vous avez au minimum 2 fonctions automatisées. Donc là, à chaque fois, le conducteur est toujours présent et c'est toujours lui qui doit avoir le contrôle. Donc ça va être notamment le maintien dans la voie et la gestion de la vitesse. Le troisième niveau, où là, dans certaines conditions, donc qui sont vraiment très spécifiques, ça va être par exemple sur autoroute, dans les embouteillages, donc à moins de 60 km/h, le véhicule qui prend totalement la main sur la conduite.
mais le conducteur doit être toujours prêt à reprendre le contrôle. Le niveau 4, où là, il y a beaucoup plus d'autonomie et le passager peut être amené à reprendre le contrôle, mais il peut faire autre chose, en fait. Il n'est pas forcément obligé de regarder la route. Et le niveau 5, où là, vous n'êtes plus obligé d'avoir de volant et le système est complètement autonome. Et donc, pour développer ces systèmes, il y a besoin de capteurs pour situer le véhicule dans son environnement et lui permettre de prendre les bonnes décisions. Donc, il faut des caméras, des radars, des lidars. Donc, les lidars, c'est des systèmes qui fonctionnent par laser et qui vont faire un scan 3D de tout l'environnement du véhicule, alors que le radar fonctionne avec des ondes radio et va situer le véhicule par rapport à des obstacles dans le plan. Et donc, on a besoin aussi, pour l'automatisation, d'électrifier les fonctions de freinage, de direction. C'est pour ça aussi que je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les fonctions by-wire. Mais on n'a pas forcément besoin d'arriver jusqu'à ce niveau d'électrification pour l'automatisation. Et puis, évidemment, on a besoin que les véhicules communiquent. Donc, ce qu'on appelle le V2X, c'est communique avec l'infrastructure, ou V2V communique avec les autres véhicules pour pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction du contexte. Et donc là encore, on a besoin de compétences en physique, en électronique, en logiciel, beaucoup de logiciels évidemment, programmation, cybersécurité, très important, il ne s'agit pas que n'importe qui puisse prendre le contrôle des véhicules. De l'intelligence artificielle, alors j'en ai parlé uniquement ici, mais évidemment on en a besoin un peu partout dans l'automobile. C'est un outil qui est en train de vraiment révolutionner la manière dont on conçoit et dont on utilise les véhicules. Et puis des sciences humaines et sociales aussi, puisque il faut travailler sur la manière qu'ont les conducteurs de reprendre la main sur le véhicule quand ils ont commencé à faire autre chose. Il y a des sujets aussi d'accident. Quand on a un accident, qui est responsable ? Qui doit-on privilégier quand on est en situation difficile, etc. Ensuite, un autre axe qui est l'économie circulaire, qui se développe de plus en plus dans l'automobile, avec beaucoup de projets qui sont portés par les constructeurs et par les équipementiers. On a notamment un gros projet qui est porté par Renault à Flins qui s'appelle la Refactory, où l'objectif, en fait, c'est de reconditionner les véhicules pour allonger leur durée de vie, mais de travailler aussi sur du rétrofit, donc ça va être du changement de motorisation de certains véhicules, du recyclage de batteries, avec du stockage stationnaire notamment, et puis du recyclage de matériaux. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur tous ces sujets-là, pour allonger la durée de vie des véhicules, permettre leur réparabilité. Donc il faut travailler là dès la conception sur le démontage et la réparabilité possible des différents systèmes. Donc là, en illustration, je vous ai mis un siège de Forvia où en fait, ils travaillent justement sur le fait de pouvoir remplacer assez facilement les assises, les dossiers et certains composants pour augmenter la durée de vie du siège. Et ils ont travaillé également sur l'emploi de mousses moins difficiles à recycler que les mousses actuelles qui sont en polyuréthane et qui sont extrêmement compliquées à recycler. Donc là, ça nécessite encore des compétences en chimie, en éco-conception, en analyse de cycle de vie et puis en mécanique. Et j'en arrive à la fin de ma présentation. Donc, la décarbonation des mobilités, c'est très important pour lutter contre le réchauffement climatique. En France, la mobilité, c'est 30% des émissions de CO2 nationales. Donc, il y a un vrai enjeu à jouer dessus. Vous voyez là dans ce slide en fait qu'on a 5 leviers de la stratégie nationale bas carbone pour le transport. C'est d'abord, donc le premier levier, c'est travailler sur la demande de transport. Tout transport qu'on peut éviter, évidemment, ça a un impact très fort sur ces émissions. Donc quand on peut faire une visio à la place de se déplacer, ça a un impact direct. Le report modal également, donc si on peut prendre le vélo, les transports en commun ou marcher à la place de prendre son véhicule,
Ça a un impact fort. Le taux de remplissage aussi des véhicules. Donc c'est pour ça aussi qu'on essaye d'encourager le covoiturage et qu'on développe aussi des applications avec certains de nos membres sur ce sujet-là. Et puis, mais quand on ne peut pas éviter de prendre sa voiture, essayer d'avoir des voitures les plus sobres possibles, qui consomment le moins possible. Donc ça veut dire des voitures plutôt légères, aérodynamiques, qui consomment donc peu. Et puis ensuite, travailler sur l'intensité carbone de l'énergie. Donc ça va être par exemple en intégrant des biocarburants aux carburants classiques, ou alors en privilégiant de l'électricité faite à partir d'électricité renouvelable ou d'énergie nucléaire qui est bas carbone. Voilà, mais vous voyez en fait que dans cette stratégie nationale bas carbone, il y a une partie qui est liée à la technologie qu'il faut développer, mais il y a quand même une grosse partie qui est liée à la sobriété et aux usages. Voilà, j'ai terminé sur ma partie vraiment innovation automobile et mobilité et je vais passer maintenant la parole à Quentin Blanchard. Bonjour à tous. Merci Monsieur Martin pour cette première partie de présentation. Moi, je vais vous présenter donc un peu plus mon parcours scolaire qui m'a permis, en fin de compte, à arriver jusqu'au poste actuel que je détiens chez Technomap et vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce qu'est en fin de compte la société Technomap. Je ne sais pas qui a la main sur la présentation. Si on peut... Voilà, merci. Alors, j'ai tout d'abord commencé mon parcours scolaire par un niveau bac, alors qui maintenant s'appelle STI 2D, donc qui était à l'époque un bac STI génie mécanique et productique, grâce auquel j'ai pu déjà, par 4 semaines de stage, avoir une première connaissance une première opportunité professionnelle dans la mécanique de précision, donc dans tout ce qui est réalisation de pièces mécaniques en fraisage, en tournage, en rectification. À l'époque où j'étais dans un parcours supérieur, on était un peu dans l'ère du développement de la stratégie du moteur diesel à combustion interne. Donc la filière à ce moment-là était très demandeuse en Europe. Donc je me suis orienté vers un BTS MCI, donc qui est simplement l'acronyme de moteur à combustion interne, qui est maintenant moteur toute énergie. Donc lors de ce BTS, vous avez l'opportunité de réaliser, alors soit en alternance, où là vous avez, on a actuellement un alternant de cette manière-là qui fait entre guillemets par mois 15 jours entre l'école et chez nous. Moi, je l'ai fait en initial, donc en parcours où j'avais que deux stages sur mes 2 ans de 6 semaines, où ça m'a permis d'aller un peu plus en détail dans le développement et le comportement d'un moteur thermique. Alors, très axé sur la compétition à ce moment-là, moins axé sur le système de dépollution ou des choses comme ça. Mais ce qui est important dans ce domaine-là, même de la partie compétition, c'est qu'en fin de compte, il faut comprendre que la partie compétition est un peu le vecteur technologique qui va permettre en fin de compte d'accroître les compétences des moteurs thermiques ou des moteurs électriques ou des piles à combustible que vous allez pouvoir retrouver un peu plus sur le marché maintenant. Et à la suite de ce BTS, je me suis préparé en fin de compte à rentrer au concours des grandes écoles d'ingénieurs. Donc il y a une classe préparatoire qui est intitulée l'ATS, qui est réservée aux aux étudiants qui ont obtenu un bac+2. Donc c'est principalement des BTS ou des DUT. Et cette classe préparatoire-là m'a permis d'intégrer dès le cycle ingénieur, donc les 3 dernières années du cycle ingénieur, l'ISAT, donc l'Institut supérieur de l'automobile et des transports, dans une option qui est intitulée énergétique, propulsion propre et aérodynamique.
cette opportunité, enfin, ce diplôme d'ingénieur m'a permis, d'une part, d'intégrer un projet donc étudiant où on avait la responsabilité et la réalisation d'une monoplace pour participer à un championnat qui s'appelle la Farmers Student. Donc c'est un vecteur étudiant, enfin c'est un vecteur de prise de connaissances, de commencer à travailler sur des projets où on est vraiment en autonomie et on a la capacité, en se qualifiant à différentes compétitions, de pouvoir euh, concourir contre d'autres universités européennes, voire même mondiales, parce il y a des universités canadiennes et des États-Unis qui viennent même en Europe pour concourir. Donc c'est très enrichissant, parce qu'en fin de compte, on voit les différentes manières d'éducation ou ou les différents niveaux de connaissances en fonction de chaque pays. Donc c'est très enrichissant. Et pour valider donc au cours du cycle ingénieur, j'ai eu un premier stage dans ma quatrième année de diplôme d'ingénieur qui était assez axé en bureau d'études, donc qui était sur la mise au point d'un modèle de simulation d'un échangeur, en fin de compte, avant de dimensionner ou de réaliser des pièces en réel. Donc on est déjà un peu dans un domaine d'éco-conception. On essaye majoritairement maintenant de prédimensionner par de la simulation, par des calculs, des composants afin de gagner du temps et surtout d'éviter de produire des composants qui seront inutiles, qui ne seront pas exploitables ou très peu de temps, donc qui ont un impact euh, vraiment important sur l'environnement. Et mon stage de fin d'études, donc pour valider mon diplôme d'ingé, a été réalisé dans un gros département de compétition français qui était à l'époque Renault Sport Racing, qui est maintenant appelé Alpine Formule 1, où l'entité Formula I, donc en gros la monoplace électrique, ou l'entité GMP de cette monoplace électrique est développée par les bureaux d'études de la Formule 1. Donc j'ai pu réaliser mes 6 mois de stage dans un département où on avait tout entre guillemets, à créer en fonction d'une réglementation. Et surtout on était plus sur une catégorie qui était entre guillemets plus vertueuse parce que voilà, il fallait montrer que les véhicules avaient autant de capacité à être performants que leur homologue thermique et qu'il y avait autant d'intérêt et que les courses pouvaient être aussi très intéressantes. Donc, mon parcours scolaire m'a permis, par différents stades, en fin de compte, d'acquérir différents et de pouvoir intégrer différents domaines professionnels, qui s'est rapidement orienté pour ma part vers le domaine de la compétition et de la mobilité un peu compétitive, si on peut dire. Et du coup, si on peut passer au slide d'après, à la suite de mon diplôme d'ingénieur, euh, bon, ça résume un peu ce que j'étais en train de dire. Donc, les différentes expériences professionnelles qui m'ont permis enfin, que j'ai pu acquérir lors de mes différents diplômes. Donc, par exemple, principalement en BTS MCI, vous avez enfin, vous pouvez, à la suite de l'obtention de ce diplôme-là, travailler avec des constructeurs automobiles, des centres d'homologation. Donc, c'est quelque chose d'ultra intéressant maintenant parce que les normes, comme a pu le dire Monsieur Martin, se sont considérablement réduite sur la partie, alors certes moteur thermique, mais également sur la partie moteur électrique, où on va commencer à avoir d'autres vecteurs importants, donc tout ce qui va être les champs électromagnétiques qui vont entourer le véhicule, c'est ça, enfin on va essayer de protéger au maximum les passagers ou le conducteur du véhicule. On peut intégrer beaucoup de choses, des batteries, des moteurs, ainsi de suite, mais s'il y a beaucoup entre guillemets, de champs magnétiques, de radiation, des choses comme ça peut impliquer la santé de l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées maintenant au centre d'homologation et il y a eu bien évidemment un peu le sport mécanique. L'avantage du diplôme d'ingénieur, ensuite, si vous avez le souhait de continuer des études vers un bac+5, c'est qu'on élargit un peu plus son spectre, dans le sens où on va être moins
on va être moins quantifié à une certaine tâche qui va être peut-être répétitive. Et c'est grâce à ce diplôme, en fin de compte, où je suis arrivé à un stade où, à l'heure actuelle, je suis responsable de projet. Un responsable de projet va, entre guillemets, avoir la responsabilité de gérer différents domaines et différentes expertises. Donc, il n'est pas tout seul, il est accompagné d'un bureau d'études, il est de membres de bureaux d'études qui ont plus ou moins leur spécialité, d'autres ingénieurs ou des techniciens de bureaux d'études et qui va, en fin de compte, permettre de répondre à son client. Donc, on a généralement, nous, chez Technomap, on a des clients qui viennent avec une. Alors, ils ont designé, par exemple, une nouvelle carrosserie de voiture, ainsi de suite, et ils veulent l'électrifier. Par contre, ils ont identifié le moteur, ils ont identifié tous les composants qui vont être environnants à la structure du véhicule, mais par contre, ils n'ont aucune capacité d'intégrer toutes ces technologies-là dans leur véhicule. Et encore plus loin, ils n'ont aucun moyen ou ils n'ont aucune connaissance à l'heure actuelle pour pouvoir réaliser la communication de tous ces organes et dans l'environnement du véhicule, sans qu'on se retrouve avec des composants qui sont à l'extérieur du véhicule ou qui ne rentrent pas ou qui s'abîment parce que ils sont mal intégrés dans le véhicule ou des choses comme ça. Donc voilà un peu les expériences professionnelles que j'ai pu acquérir grâce aux stages qui sont en déroulement de chaque diplôme. Et pour finir, je vais juste vous présenter rapidement donc les actuels de poste parce que je suis sorti, j'ai eu l'obtention de mon diplôme en 2018. À partir de 2018, j'ai continué mon orientation vers le sport automobile où je me suis euh, intéressé à l'exploitation de voitures de course, alors principalement dans le milieu historique. Donc milieu historique, ça va des années 40, des années 30, 40, mais ça va jusqu'à 2010 à peu près, 2010-2015. Donc c'est un spectre de véhicules relativement assez intéressant, où en gros on part de technologies très basiques, on commence à partir des années 2010 à avoir des technologies dans le sport auto très, très intéressantes et très poussées. Parce que malgré que ça soit du sport où on cherche de la performance, ainsi de suite, l'évolution par exemple des monoplaces ou des voitures de rallye ont été à réduire considérablement les consommations de carburant, les émissions de rejets de polluants, commencer à réaliser des hybridations sur les parties, sur les monoplaces ou sur les voitures de rallye, voire jusqu'à tendre à commencer à avoir des moteurs thermiques de beaucoup plus petits et avoir des moteurs électriques beaucoup plus importants et qui prennent une place beaucoup plus importante sur la chaîne de traction, sur la chaîne de traction qui va permettre la mobilité du véhicule. Et ensuite, je suis arrivé en 2021 donc chez Technomap, la société actuelle dans laquelle je suis ingénieur études et développement. Donc, entre guillemets, on a la responsable, enfin, on prend en charge un client qui a un besoin, comme je vous ai expliqué précédemment, et on l'accompagne en lui définissant en fonction du profil qu'il va pouvoir avoir, parce qu'on a, comme Monsieur Martin l'a présenté, il y a différents moyens de mobilité. On a des mobilités douces qui vont avoir plutôt des types de parcours urbains où on va chercher à pas avoir une grande autonomie, mais qui va pouvoir potentiellement se recharger facilement ou avoir un moyen de pouvoir intervertir des batteries pour pouvoir continuer à se mouvoir avec son véhicule, jusqu'à essayer d'avoir un véhicule, par contre, qui peut essayer de parcourir à une grande autonomie où son cahier des charges et il faut passer le minimum de temps, entre guillemets, à la réexploitation d'une recharge ou d'un changement de composant pour augmenter son autonomie. Donc voilà, on a tout ce cadrage-là, en fin de compte, dans notre spectre de définition à bien corréler les choix de notre client et les choix technologiques qu'on doit apporter en fonction de l'utilité qu'en aura notre client final. Donc chez Technomap, on fait un métier qui est pas très présent et qui est pas connu de tous, c'est qu'en amont de vouloir, alors il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'exploitation électronique, des logiciels, de toutes ces choses-là, mais avant que tous ces composants-là fonctionnent entre eux,
il y a quelque chose de très systématique, c'est qu'il faut qu'on arrive à relier tous ces organes-là ensemble. Et surtout qu'une fois ils soient tous reliés, il y a une configuration où il faut qu'ils arrivent à travailler ensemble. Donc, on a cette capacité-là, en fin de compte, chez Technomap, c'est qu'on arrive à, en fonction des besoins de nos clients et du moyen de mobilité, d'identifier les composants qui sont nécessaires dans le véhicule et commencer déjà à travailler sur un modèle qui va être proche de sa vie série. C'est-à-dire qu'on réalise certains prototypes mais qui a un souhait, en fin de compte, d'être très proche d'une potentielle homologation. Donc, qui dit homologation, dit proche d'une série qui peut arriver derrière. Donc, le travail d'éco-conception, de définition de composants qui a un impact environnemental au minimum est déjà préintégré dans des préétudes de la partie, entre guillemets, ce qu'on peut appeler prototype ou de pré-série. Donc, avant que vous voyez, par exemple, les nouveaux véhicules électriques que vous voyez à l'heure actuelle dans la rue, il s'est passé peut-être 3 ans avant de développement ou de première intégration dans un véhicule qui est de base déjà un véhicule de la gamme. Ils conçoivent pas tout de suite le véhicule définitif. Un constructeur réutilise généralement un véhicule précédent dans lequel on doit venir intégrer une nouvelle technologie. Donc c'est un peu notre rôle. Donc on est déjà sur un peu de l'éco-conception et on évite de tout de suite lancer des grosses industries afin de reconcevoir des carrosseries et des choses comme ça. Donc on réintègre dans des véhicules existants. Et l'objectif, en fin de compte, voilà, est de proposer en finale un véhicule prototype qui est très proche de sa vie série et qui pourra arriver quelques années après, suite de différentes passes d'homologation sur le marché public pour les mobilités pour les mobilités de tous. Pour ma part, je pense que j'ai Oui, respecté le timing et oui, et ben merci. Par voilà. contre, malheureusement, on ne va pas avoir le temps de présenter l'entreprise Technomap. Non, mais Mais c'est bon. voilà. Mais pour les personnes qui souhaiteraient effectivement aller plus loin dans la recherche, sachez que Technomap est une entreprise qui est partenaire de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, que vous pouvez retrouver pardon, sur la plateforme de destinationmétier.fr. Donc sur la plateforme de destinationmétier.fr, l'objectif étant de vous apporter de l'information sur les métiers, de l'information aussi sur les formations, de vous mettre en relation avec des professionnels, notamment au travers des témoignages des ambassadeurs métiers, mais également des ambassadeurs formation, qui sont des personnes en situation de formation, et clairement, et qui du coup peuvent vous expliquer effectivement ce qu'ils vivent au quotidien pendant leur parcours d'études, que ce soit un cycle d'études sur de la formation initiale ou sur par exemple, de la formation en alternance, où là, effectivement, on peut aussi également envisager des reconversions professionnelles. Et là, auquel cas, vous pouvez retrouver toutes les informations au niveau de l'agence, par exemple, hein, si vous souhaitez avoir de l'information en particulier. Vous pouvez appeler le numéro gratuit au 0800 05 0000 ou une de mes collègues pourrait effectivement vous renseigner sur un parcours particulier à envisager, par exemple, pour aller sur ce secteur professionnel qui est la mobilité. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou pas. Je devais vous faire une petite démonstration de la plateforme, mais on va être un petit peu court en temps. Monsieur Blanchard, passionné par son métier, a déplacé un petit peu le timing, mais c'est pas grave. Du coup, vous avez effectivement là sur la slide qui vous est présentée, vous pouvez retrouver plein d'informations sur s'informer sur les métiers. Hein, vous cliquez dessus, et vous retrouvez des thématiques métiers, vous retrouvez aussi des publications et vous retrouvez également un site qui vous permet d'aller rechercher une profession et d'avoir tout le déroulé
de la formation qui va vous permettre d'aller jusqu'à l'objectif de ce métier. Est-ce que vous avez des questions? En amont, nous n'en avions pas reçu et apparemment, je ne pense pas qu'il y en ait. Il y aurait non. Il n'y a pas de questions. Ah, si. Alors, j'attends que vous tapiez votre question. Donc, effectivement, l'entreprise Technomap, elle est située sur le territoire de Dieppe. Pas de questions. OK. Je voulais faire peut-être une petite précision. Connaissant cette entreprise également, en fait, on vous a présenté le profil d'un ingénieur, mais sachez que, par exemple, il peut y avoir des postes qui sont complètement accessibles sans forcément avoir obtenu la certification d'ingénieur. Il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent travailler au niveau bac. Je ne dis pas de bêtises, hein, monsieur Tout à fait. Blanchard. On est, Oui. à l'heure actuelle, on est à peu près 80 personnes chez nous. Il faut savoir qu'on est un bureau d'études, on est une dizaine de personnes. Au sein de ce bureau d'études, on est 4 ingénieurs, un technicien de bureau d'études et tout le reste en termes de technicien de bureau d'études, pardon. On a à peu près une dizaine de personnes qui sont sur les pôles administratifs, gestion du personnel, des choses comme ça. Et l'intégralité enfin, le reste, en fin de compte, des employés qui sont aux alentours de 50-60 personnes, sont soit des techniciens câbleurs qui sont donc les personnes qui réalisent les faisceaux électriques que je présentais précédemment, ou on a également une équipe d'une dizaine de techniciens intégrateurs donc, qui, eux, sont en charge dans notre atelier de réaliser les intégrations de moteurs électriques, de batteries dans des véhicules. Donc c'est un type de formation type mécanique automobile, où là, on ne va pas juste simplement faire du remplacement de pièces d'usure telles que des disques de frein ou des plaquettes, des choses comme ça. Mais oui, on a différents profils et différents niveaux académiques, si vous préférez. Hmm. Et du coup, donc pour rebondir sur cette réponse, en fait, vous pourriez éventuellement aussi trouver des stages d'immersion, rien de tel en fait qu'effectivement d'aller vivre un petit peu la situation professionnelle au sein d'une entreprise pour se rendre compte effectivement des compétences nécessaires et puis effectivement vérifier si ce projet professionnel est fait pour vous. Voilà. Pour conclure, on espère effectivement que ce webinaire vous a apporté les informations essentielles. On savait qu'aujourd'hui, en fait, c'est quand même un enjeu crucial industriel sur effectivement les émissions à effet de serre. Ce sont des sujets essentiels aujourd'hui. Et puis, n'hésitez pas à revoir ce webinaire. Vous allez le retrouver sur la plateforme de Destination Métier puisqu'il est enregistré. Et puis, à savoir aussi que la Normandie n'est pas en reste sur les innovations industrielles et il y a fort à faire sur ce sujet. J'espère que ça vous a plu, cette présentation, et que, pourquoi pas, susciter quelques vocations. Nous vous souhaitons une très bonne journée à tous et merci d'avoir été présents aujourd'hui. Bonne journée à tous, au revoir.